Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup David, merci pour cette invitation. J'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous aujourd'hui. J'ai bien apprécié de passer cette journée et de parcourir des présentations très, très variées. Je crois d'ailleurs que celle-ci va être un petit peu intermédiaire justement entre la session de ce matin et la session qu'on vient juste d'avoir. Donc il s'agit de parler de données de grande dimension en épidémiologie clinique. Donc comme le disait Pascal, en fait, j'ai une équipe de recherche qui travaille sur les données en grande dimension et la modélisation en particulier appliquée en immunologie. L'équipe s'appelle SYSTEM pour Statistics in System and Translational Medicine. Et en même temps, sur une casquette hospitalière, je m'occupe d'un service de soutien méthodologique à la recherche clinique, où on voit aussi beaucoup de travaux de recherche clinique, et y compris en cancérologie. Alors malgré tout, même si j'ai quelques exemples en cancérologie, je suis resté quand même sur mon domaine de prédilection. Vous m'en voudrez pas, il s'agit de parler plutôt de concepts qu'autre chose. Mais pour les applications, j'étais plus à l'aise dans le domaine dans lequel je travaille le plus. Alors vous remarquerez dans le titre que j'ai essayé d'éviter le terme big data parce que effectivement, au bout d'un moment, je crois qu'on en a tous un peu marre d'entendre parler de big data et en plus de Google. Et je commence par vous parler de Google Trend here, avec l'augmentation en fait de l'utilisation du terme big data dans les recherches sur Google. Donc, vous le savez, c'est quelque chose dont on parle partout, tout le temps. On entend parler, mais dans plein de domaines différents. Bien sûr, il y a Internet, les données générées par Internet. On a ici qu'est-ce qui est généré en une minute sur Internet, que ce soit entre les films YouTube, les tweets, les emails, etc. C'est énormément d'informations. J'aurais pu évoquer ici aussi les données générées par les télescopes, qui sont aussi des données absolument massives. J'aurais pu également passer beaucoup de temps à la fois à parler de données de génomique et les nouvelles dimensions atteintes avec les X10 et autres, parler d'objets connectés, mais premièrement, je me suis dit quand même dans une discipline qui a été quand même assez pionnière avec les données génomiques, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Et puis les objets connectés, fort heureusement, ont déjà été évoqués dans la session précédente. Mais je vais rester quand même en médecine, avec une casquette un peu d'épidémiologie. L'équipe dans laquelle je travaille, elle s'inscrit dans un centre d'épidémiologie et de biostatistique. Et en fait, voilà, par exemple, un autre type de données qu'on n'a pas encore évoqué aujourd'hui à ma connaissance, les données de SNIRAM, donc c'est les données de remboursement la sécurité sociale. Et donc là, on a affaire clairement aussi à un jeu de données massif, tant en termes d'individus qu'en termes de nombre d'informations colligées par individu, pourvu qu'on soit consommateur. Quand on parle de big data, de données massives en épidémiologie, on pense tout de suite au Genome-Wise Association Study. Et donc ici, j'ai été prendre spécifiquement un exemple en cancérologie. Et d'ailleurs, maintenant, vous remarquerez que de plus en plus, on appuie simplement des collections de cohortes qui vont générer une Genome-Wise Association Study, mais on fait des méta-analyses avec donc plusieurs potentiels Genome-Wise Association Studies qui sont groupés tout ensemble, afin encore une fois d'augmenter vraiment le nombre d'individus. Et ça a beaucoup de sens ici, puisqu'on est à la recherche d'associations avec des variants génétiques. On a vraiment besoin de cette hétérogénéité entre les individus. Aussi, ce qui n'échappe à personne, c'est la problématique finalement du fait qu'on a beaucoup de variables, donc en l'occurrence ici le nombre de gènes, et donc ça fait qu'on se retrouve à avoir des p-values qui sont vraiment très faibles, et donc on corrige, on prend des seuils de p-values qui sont très élevés, ou du moins des p-values très faibles, pour justement prendre en compte un problème sur lequel je reviendrai de multiplicité des tests. Il y a un autre problème sur lequel je ne reviendrai pas beaucoup pendant cet exposé,
qui est assez intéressant aussi, c'est que finalement, avec ces données massives qui regroupent beaucoup d'individus, on a un peu trop de puissance statistique. C'est-à-dire que vous allez retrouver des choses significatives dès que vous regardez n'importe quelle association. Et donc là, l'épidémiologie classique a beaucoup de sens. On dit, bah voilà, il ne faut pas s'intéresser uniquement à la signification statistique, mais aussi clinique. Et en fait, on peut très bien construire des tests statistiques où en fait on va tester une différence clinique qui sera autre que simplement une différence différente de 0. Donc voilà l'épidémiologie classique avec une population d'individus chez qui on va regarder des facteurs de risque avec un modèle ajusté sur plusieurs variables explicatives. Et puis un passage à une échelle plus importante où finalement on va corriger les risques statistiques, par exemple, pour le risque de première espèce. Mais en fait, le point où je veux en venir, c'est l'épidémiologie d'aujourd'hui, en particulier l'épidémiologie clinique, bah, c'est plus ça, c'est ça. Vous remarquerez la similarité quand même avec une des diapositives dans la présentation précédente, où en fait on se retrouve, y compris dans des essais cliniques entre guillemets classiques, avec finalement des données extrêmement riches. Donc, bien sûr, des données cliniques qui vont se rapporter aux patients. Et quand je parle de données cliniques, je parle aussi de la biologie, je dirais, hospitalière classique. Mais on va avoir beaucoup plus de richesse dans les données. On a parlé justement de l'imagerie, que ce soit l'imagerie classique de scan, d'IRM, des imageries fonctionnelles, de l'anapath. Ici, j'évoque CytomX. On en touchera 2 mots après, mais il y a l'esprit aussi que du coup, avec la cytométrie de masse, en fait, on arrive à caractériser des dizaines de milliers de populations cellulaires chez un patient ou chez une personne à un temps donné. Et bien sûr, après, je redescends et on tombe dans des choses que vous connaissez très bien en cancérologie, la protéomique, la métabolomique. Et puis, tout ce qui tourne autour de la génomique, on a évoqué un peu, ça peut être l'expression génique, la métagénomique, je ne crois pas qu'on en ait parlé énormément aujourd'hui, mais donc voilà, l'impact du microbiome, et puis l'épigénétique, on a eu une session entière là-dessus. Et tout ça, en fait, c'est une masse de données qu'on peut potentiellement rencontrer dans une même étude clinique chez les mêmes patients. Et donc, alors l'autre mot-clé qui vient très souvent, en tout cas pour ceux qui font ce type d'études, c'est bon, voilà, va falloir faire une analyse intégrative. Alors ça, au début, c'est vrai qu'on est très content quand on a cet adjectif d'analyse intégrative, mais en fait, ici, je voudrais vous faire une présentation un peu concrète de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça veut dire de faire une analyse intégrative. Parce que finalement, à la fois, nous qui pleurions parce qu'on n'avait pas assez d'informations, qu'on voulait toujours plus d'informations, bah aujourd'hui, on en a presque un peu trop. Mais d'un autre côté, derrière ça, il y a une vraie richesse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir répondre potentiellement à la question, mais aller beaucoup plus loin, aller plus loin vers caractériser quels individus, comment, quels individus. Bien sûr, ça fait référence un peu à la médecine de précision, à la médecine personnalisée. Et puis comment, parce que en fait, derrière, il va y avoir forcément des questions qui seront beaucoup plus mécanistiques qu'elles ne l'étaient auparavant. Parce que finalement, on a l'impression qu'on a plus d'éléments, plus d'informations pour aller essayer de mieux comprendre, par exemple, un mécanisme d'action d'un traitement. Donc finalement, quand on parle de big data, ici, vous avez compris, j'essaye plutôt de parler de données de grande dimension, et même entre nous, en statistique, on va parler de ultra haute dimension versus dimension modérée, etc. Donc on essaye de faire attention un petit peu à ce qu'on veut dire, mais enfin, grosso modo, dans cette notion de big data, il y a certes une notion de volume, qui peut engendrer des problèmes de gestion, de serveurs, de transfert de données, etc. Mais ici, vraiment, le point que je voudrais souligner, c'est cette notion de complexité. Et finalement, bah, oui, on aimerait bien utiliser toutes ces informations pour répondre à la question de base, mais comment on va s'y prendre ? Alors, il y a plein de terminologies qui sont venues avec ça. Par exemple, Systems Epidemiology, qui n'a pas été beaucoup repris, mais qui est bien sûr dérivé de Systems Biology, dans l'esprit vraiment d'étudier un système dans son ensemble. Toujours, certes, drivé par une question, mais vraiment regarder l'ensemble de finalement ce qu'on observe et ce que ça colle avec la réponse potentielle qu'on a à cette question.
Et puis, quelque chose qui a émergé quand même plus, encore une fois, de la cancérologie, en particulier de certaines équipes à Harvard, mais par exemple la notion de molecular pathological epidemiology, où en fait, finalement, d'emblée, je crois que le concept est assez clair, c'est que eh bien, finalement, la pathologie elle-même, on va mieux la caractériser. Et du coup, en caractérisant mieux la pathologie, on peut mieux comprendre finalement les facteurs qui vont être associés à cette pathologie ou la réponse, les réponses en termes de traitement à cette pathologie, parce qu'on voit bien qu'au sein de cette pathologie, il y a plusieurs pathologies. Je pourrais revenir éventuellement sur cet exemple ici, mais qui traite par exemple du paradoxe de l'obésité, où en fait ceux qui sont obèses vont par exemple avoir plus facilement certaines pathologies, et parmi ceux qui ont telle ou telle pathologie, les obèses vont survivre plus longtemps. Et au début, on peut penser à un biais de sélection, mais aussi parce que finalement, l'obésité va engendrer une forme de cette pathologie qui progressera moins vite, par exemple, qu'une autre pathologie. C'était l'exemple ici dans le cancer colorectal avec le syndrome de Lynch. Ok, si on revient un peu terre à terre, alors en épidémiologie clinique, c'est quoi? Ça, par exemple, dans les années 2000, voilà ce qu'on avait en épidémiologie clinique. C'est les résultats d'un essai dans l'infection par le VIH, traitement antirétroviraux. On regarde la charge virale chute. On compare 3 stratégies antirétrovirales et on voit bien qu'il y a un rebond de la charge virale dans un groupe. Dans un autre groupe chez qui on a modifié le traitement en cours de route en reprenant l'autre bras, et le troisième groupe qui a très bien répondu. Et là, franchement, nous, on rajoutait une p-value là-dessus, mais les résultats, on les avait sous les yeux, il ne fallait pas exagérer, on avait 50 patients par groupe, grosso modo, on les avait les résultats. Aujourd'hui, ce qu'on a en épidémiologie clinique, c'est ça. Donc c'est plus dur à visualiser ce qui se passe. Je ne vous raconte pas de bêtises, ces 2 images, ça vient. Le premier, c'est un essai qu'on a analysé dans l'unité. Vous voyez, 151 patients. J'ai été rechercher dans cette présentation la taille du fichier, 67 kilooctets. On a fait beaucoup de travaux et de publications, autant en clinique qu'en biostatistique, sur ces données-là. Et Dahlia, qui est un essai dont je vais vous parler, qui est un essai vaccinal dans le VIH, un vaccin thérapeutique, sur 19 patients. On a une base de données de 200 gigas. Vous voyez, finalement, ce n'est pas les 200 gigas en soi, ce n'est pas big data, 200 gigas, finalement, quand on regarde ce qui peut être généré par un télescope. Mais en termes vraiment de quantité d'informations qu'on a, c'est assez impressionnant. Et je vais y revenir. Donc, bon, l'essai, je ne vais pas m'apesantir, mais c'est juste un fil conducteur que j'ai utilisé sur plusieurs diapositives suivantes. En fait, c'est des patients qui sont infectés par le VIH, chez qui on va essayer un vaccin thérapeutique assez innovant, basé sur des cellules dendritiques qui sont chargées avec des peptides du vaccin. Donc, les patients sont traités par un traitement antirétroviral, on les vaccine, et en fait, on va interrompre leur traitement antirétroviral et suivre la dynamique virale, parce qu'en fait, on espère qu'il n'y aura jamais de rebond. Il y a toujours un rebond, mais simplement, on espère influencer le rebond. Alors, en fait, l'histoire ici, je suis un peu pernicieux, parce que je vous dis Dahlia Clinical Trial. En fait, c'était un essai de phase 1. Stricto sensu, au départ, un essai de phase 1 où on regardait la tolérance de la stratégie. Et la FDA, c'est un essai qui a été fait aux États-Unis, la FDA ne voulait pas entendre autre chose pour l'instant qu'un essai de phase 1. Simplement, bien sûr, c'est impossible d'aller dégager des fonds pour juste en rester à savoir si c'est safe ou pas. Ça l'était, puisque la stratégie a été bien tolérée chez tout le monde. Et donc, en fait, systématiquement, c'est un essai de phase 1-2. Derrière, en fait, on a pas mal de mesures en immunologie. Donc le résultat principal, c'est la stratégie était safe. Mais voilà les données qui étaient colligées. Donc vous avez, par exemple, donc le transcriptome qui a été fait sur l'Illumina, du microarray. Et là, on a refait en RNA-seq, mais donc la base de données est en fait encore plus grosse. On a aussi toute l'étude immunologique de ce qui se passe là. Donc en fait, on regarde les populations cellulaires. Encore une fois, les populations cellulaires il y avait 10 tubes avec 6 à 8 marqueurs différents par tube. Donc c'est 2 puissance 6 à 2 puissance 8 populations par tube potentielles. Ensuite, on a regardé aussi après stimulation avec plein de peptides pour regarder où est-ce que la réponse vaccinale était dirigée, avec quel type de fonctionnalité, donc avec plein de cytokines différentes, en multiplex. Et puis on a regardé l'adaptation du virus à la pression de la réponse immunitaire. Donc c'est juste incroyable d'avoir une telle base de données au regard d'un nombre de sujets, mais hyper limité. Et donc là, il y aurait pu y avoir une réaction qui est de dire c'est impossible, on ne verra rien
il y a vraiment trop peu de patients. Et vous le savez, il y a eu beaucoup d'études préliminaires comme ça, où finalement il y a eu beaucoup de données générées sur des études avec un très petit nombre de patients. Et donc il a bien fallu, plutôt que de jeter ces informations, regarder ce qu'il pouvait y avoir dedans et essayer d'adapter avec un certain nombre de méthodologies, toujours gardant en tête la limite de ce nombre de patients. Fort heureusement, aujourd'hui, on en a beaucoup plus. On a un essai donc avec ce type de stratégie qui arrive là à la fin des inclusions, avec plus d'une centaine de patients et autant de données répétées, donc on va mieux s'en sortir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire regarder en détail? C'est, par exemple, ici, on est dans une situation très claire en statistique. On a énormément de variables avec un très petit nombre de sujets. Le nombre de variables, P, et le nombre de sujets, N, on a en fait un nombre de sujets N très petit par rapport à P. Et ça pose plein de problèmes parce que, bien entendu, on peut imaginer plein de combinaisons de variables différentes qui pourront expliquer ce qui se passe chez chaque individu. Et ici, il ne faut quand même pas oublier que finalement, on a une autre dimension qui est une dimension longitudinale. Et cette dimension longitudinale, déjà, est très importante parce que finalement, on va avoir des données répétées. Donc finalement, on a quand même plus d'informations. Il n'y a pas que, en tout cas pour regarder ce qui se passe chez un sujet, au moins on a une dynamique. On a quelque chose ici avec de l'information répétée où on peut étudier une dynamique. Et là, par exemple, dans l'expression génique, on se demandait, voilà, on a une belle réponse immunitaire que je ne vous ai pas présentée, mais qu'on a publiée. Le vaccin produit une très belle réponse immunitaire. Et la question, c'était quels sont les gènes qui bougent au cours du temps et qui pourraient expliquer finalement cette réponse immunitaire. Et quand on se pose cette question-là et qu'on prend gène par gène, on regarde s'il a bougé à chaque temps par rapport au temps à T0, et là, en fait, alors, si vous regardez de façon naïve, vous allez voir à peu près plus de 1500 gènes qui sont significativement différentiellement exprimés au cours du temps. Dès que vous corrigez pour la multiplicité des tests, il y en a zéro. Et ce n'est pas très étonnant pour plusieurs raisons. D'abord, bien sûr, petite taille d'échantillon, faible puissance potentiellement, mais ici aussi, si vous regardez finalement, c'est pour ça que j'ai laissé le design affiché, ces mesures de transcriptome, elles étaient faites toutes les 4 semaines. Donc certes, on est sur un transcriptome répété au cours du temps, mais c'est toutes les 4 semaines, c'est des changements d'état d'équilibre. On ne va pas regarder la dynamique de l'expression d'un gène, quel gène a donné un autre gène, etc. On ne va pas faire un réseau de gènes ici avec une mesure toutes les 4 semaines. Et donc là, par exemple, du coup, on se dit, tiens, réfléchissons à d'autres approches. Et sans doute, une approche que vous connaissez, c'est une approche par gene set, par groupe de gènes. Donc en fait, l'idée là, c'est de dire, on n'est pas en train de regarder le gène qui bouge quand on est en train de donner un vaccin, mais plutôt un ensemble de gènes qui ont à peu près, qui fonctionnent sur les mêmes pathways, comment ils bougent au cours du temps. Et donc, là, il faut développer des outils pour étudier ça. Alors, il y en a qui existent. Ici, il n'existait pas exactement ce qu'on recherchait. Donc, il a fallu développer vraiment une méthode statistique pour étudier justement cette dynamique et détecter est-ce que ça bouge, est-ce qu'un groupe de gènes bouge au cours du temps. Et là, il y a une problématique aussi de visualisation que j'évoquais tout à l'heure. Parce que finalement, quand vous regardez un groupe de gènes, voilà un groupe de gènes. OK, et qu'est-ce qui se passe là ? Et c'est assez compliqué finalement, parce que c'est très bruité, c'est des données très bruitées. On a ici, par exemple, une cinquantaine de gènes dans un même groupe de gènes. Et donc, l'idée ici, c'est une fois qu'on a développé un modèle, donc c'est un modèle, ça vient synthétiser l'information ici pour capturer la dynamique et capturer potentiellement l'hétérogénéité au sein de ce groupe de gènes. Donc là, ici, on parle d'hétérogénéité de gènes au sein d'un groupe de gènes. Et après, par exemple, on peut faire un lissage et avoir un aspect un peu visuel de qu'est-ce qui potentiellement se passe. Ici, on voit qu'au sein d'un groupe de gènes, on a des gènes qui vont avoir tendance à surexprimer, d'autres à sous-exprimer, encore une fois, plutôt dans un esprit de changement d'état d'équilibre. Et puis, l'application de cette méthode, par exemple, nous permettait, alors que même qu'on détectait 0 gène en analyse gène par gène, effectivement, de voir qu'il y avait un certain nombre de groupes de gènes qui bougeaient au cours du temps. Alors, bien sûr, on teste avec des simulations, voir si c'est des faux positifs. On a essayé ça sur d'autres jeux de données pour vérifier que notre méthode ne générait pas trop de faux positifs par la méthode en elle-même. Ce n'était pas le cas. La question qui s'est posée après, c'était de savoir, OK, si on a des gènes qui changent au cours du temps, est-ce qu'on peut les relier à la réponse immunitaire ? Et là, la réponse immunitaire, c'est des dizaines et des dizaines de variables, rien que si on se focalise sur les variables d'intérêt. Et donc, on pourrait repartir sur la problématique de faire des milliers de tests en se disant je vais corriger pour la multiplicité des tests. Ce n'est pas l'esprit de ce qu'on veut faire. Justement, ici, ce qu'on veut faire, c'est une analyse
qu'on pourrait appeler intégrative. On veut regarder si la dynamique que l'on observe des groupes de gènes est associée à la réponse immunitaire qu'on mesure. Alors du coup, on va utiliser par exemple ici des méthodes justement faites pour analyser des grands ensembles de données, regarder la corrélation entre des grands ensembles de données avec des approches qu'on appelle sparses. En fait, l'idée ici, c'est de réduire la dimension, d'avoir une pondération qui permet autant que possible de gérer ce problème d'avoir énormément de variables par rapport à un faible nombre d'individus. Et on obtient ce type de résultat. Alors ici, bien sûr, on était assez content, la figure est très belle, mais au départ, on pense toujours être un peu trop optimiste, encore une fois, parce qu'on a un faible nombre d'individus, donc on va très facilement caractériser finalement chaque individu, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on a donc comme figure ? Ici, un certain nombre de marqueurs immunologiques ont été sélectionnés par la méthode. Ici, la dynamique de charge virale. Et ici, un certain nombre de gènes appartenant à ces groupes de gènes. Et qu'est-ce qu'on voyait ? On avait ici des groupes de gènes associés avec une réponse corrélée positivement avec la réponse immunitaire, qui elle-même était corrélée négativement avec la réponse virologique. Ça collait très bien, on était assez content, mais encore une fois, on était assez sceptique, toujours par cette dimension des données. Donc qu'est-ce qu'on a fait après ? En fait, on a regardé, il y avait d'autres essais vaccinaux qui avaient étudié justement le transcriptome au cours du temps, qui utilisaient des méthodes assez descriptives finalement pour regarder ça. On a repris ces données, fort heureusement, qui étaient disponibles sur GEO. On les a réanalysées exactement avec la même approche et on a regardé si on retrouvait le même type de module associé. Et effectivement, il y a un certain nombre de modules qui avaient totalement du sens, comme pour les réponses T, on a des modules T-cell, on a des modules inflammatoires et on retrouvait les mêmes modules. Donc pour nous, ça signait quand même une certaine cohérence externe et aujourd'hui, on en est à mettre en œuvre un autre essai avec cette même stratégie qui consistera à véritablement valider ce type de résultat. Alors bien sûr, la problématique sous-jacente, c'est un problème de causalité aussi. Est-ce que finalement ces associations, c'est vraiment des relations causales ? Et alors, pour ceux qui font un peu d'épidémiologie clinique, c'est quelque chose, je suppose que cette figure, vous la connaissez bien, qui vient d'un article de Van der Broek, qu'on utilise beaucoup, en fait, montrant le risque, finalement, en épidémiologie qu'on peut avoir à un peu regarder tout et n'importe quoi. Et donc ici, voilà, il y a une roulette, on la tourne, on regarde l'exposition, c'est le café, qui peut causer, on tourne, une dépression, et chez qui on tourne la roue encore, chez des jumeaux. Bon. Bien sûr, on a l'impression que ce risque il est d'autant plus augmenté quand on se retrouve avec une base de données aussi gigantesque, et alors encore plus vrai avec un nombre de sujets réduit. Et donc, finalement, on peut déjà reprendre des aspects de base en épidémiologie autour de ça. Déjà, est-ce qu'il y a une question qui est clairement définie au départ ? Donc, certes, déjà, on est sur un essai clinique, donc on voit bien la question, hein, c'est quel est l'effet de ce vaccin ? Ensuite, cette question, elle va être déclinée. Et quand je vous rapporte, voilà, qu'est-ce qu'il en est du transcriptome, et quand on se pose la question, est-ce qu'il bouge au cours du temps, c'est parce que justement, au sein d'un certain nombre de questions, on a choisi lesquelles on voulait répondre immédiatement. Et c'est pas simplement se dire, voilà, j'ai du transcriptome, j'ai de l'immuno, on va faire le lien entre les deux, et on fait une analyse intégrative de tout ça et on verra. On peut pas avancer comme ça. On est vraiment obligé de bien définir les questions. Ensuite, il y a les critères vieux comme le monde de Sir Bradford Hill, en fait, où on en a rediscuté d'ailleurs ce matin, avec par exemple la relation temporelle. Ici, justement, on a des données répétées. C'est une force non négligeable. Bien sûr, il y a la taille des faits potentiellement qu'on va mesurer. Et puis, il y a les critères externes, en dehors de l'étude. Parmi ces critères, j'en choisis deux ici. Le fait qu'on ait des résultats qui soient répliqués. Ça, on le connaît très bien, notamment en génomique aussi, d'aller répliquer les résultats. Et il y a la notion derrière aussi de cohérence. Et quand je vous évoquais le fait qu'on réanalyse d'autres données, qu'on retrouve le même type de gene set associé à la réponse vaccinale, ça fait partie de critères de cohérence qui nous disent « Ah, peut-être que l'association qu'on a est effectivement pas fortuite ». Et puis, et c'est le point le plus important, je crois, ici, c'est la plausibilité biologique. Et moi, je crois vraiment qu'avec toutes ces données, certes c'est du boulot, il faut vraiment bien poser les choses et il y a encore beaucoup de travail à faire dans le développement des outils pour analyser ces données, mais
une des opportunités ici, c'est d'aller plus loin justement sur le mécanisme. Et du coup, de renforcer le lien causal. Alors, je vais finir ma présentation avec un autre exemple, qui n'est pas du tout le domaine dans lequel je travaille, qui est en fait la maladie d'Alzheimer. Et en fait, je crois que David, tu étais à Épiclin, j'avais fait une présentation, j'avais été invité à faire une présentation plénière dans notre congrès des épidémiologistes. Et du coup, j'avais recherché des exemples dans la biblio et j'avais trouvé un édito avec un article attenant dans Nature. Et je me suis dit, c'est absolument parfait, je vais utiliser cet exemple. Donc, c'est celui que je vais vous présenter très rapidement. Pourquoi est-ce que j'avais choisi cet exemple ? Eh bien, en fait, parce que je trouvais que l'histoire était très belle. On partait d'une réanalyse de données existantes, donc sur GIO, en fait, d'expression génique dans le cortex, où en fait, il ressortait bien que finalement, il y avait deux groupes. Il y avait vraiment, donc c'est en rapport avec la mutation sur l'ApoE4, donc qui est en fait le facteur génétique découvert depuis longtemps de la maladie d'Alzheimer. Donc depuis, il y a d'autres signaux, mais en tout cas, celui-là, il ressort tout le temps dans n'importe quelle étude, et il est très connu. Et finalement, ils observaient qu'ils avaient des cas de mutation sur ApoE4 sans observer de maladie d'Alzheimer et vice-versa. Et donc, ils ont essayé d'avancer là-dessus et de mieux comprendre ce qui se passait en réanalysant ces données, en faisant de la coexpression différentielle. De là, ils ont sorti de nouvelles hypothèses autour de certains gènes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ensuite, ils ont fait des expérimentations justement pour tester ces hypothèses, des expérimentations dans des modèles cellulaires. Et enfin, ils sont repartis du coup sur une hypothèse d'interaction à tester. Ils ont réanalysé des données disponibles sur GIO. Et donc, je trouvais le modèle absolument splendide. Le petit souci, c'est que plus tard, j'ai vu ça dans la littérature, il se rétractait parce que, en fait, les figures avaient été manipulées, les données avaient été manipulées. Mais bon, ils pensent quand même que leurs analyses, elles sont bonnes, en tout cas pour les données existantes. Et donc, si je le présente aujourd'hui, ce n'est pas pour rester sur un échec, je vais conclure, je ne vais pas rester là-dessus, mais c'est pour dire qu'il y a aussi, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, je crois, et je pense que c'est une autre dimension qu'il faut garder en tête, c'est l'intégrité, et l'importance de l'intégrité. Et c'est à tous les niveaux, y compris, je dirais, au niveau du statisticien qui va analyser ces données, mais bien entendu à tous les niveaux. Et pourquoi ? Parce que finalement, si vous vous remémorez la toute première diapositive, enfin une des premières diapositives où je vous montre l'essai clinique Albi avec les résultats d'Albi, quand on regardait les résultats, même patient par patient, on voyait s'il y avait des problèmes. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile avec ces bases de données de pouvoir en fait percevoir des erreurs, des problèmes, et du coup, il faut vraiment bien réfléchir à tout ça. Je ne dis pas qu'on va pas passer à côté, qu'il peut y en avoir encore qui restent, parce que c'est plus dur à trouver, mais du coup, ça nécessite d'autant plus une grande intégrité dans l'analyse et la construction de ces essais. Donc, désolé, je vais finir par conclure sur Big Data, mais parce que voilà, ces données de grande dimension, c'est vraiment une belle opportunité avant tout, mais bien sûr un challenge, et un challenge qui continue, et encore bien sûr plus en épidémiologie clinique, puisque maintenant de plus en plus on est confronté à ce type de données. Je dirais même les cliniciens qui n'ont pas obligatoirement prévu au départ de se lancer dans la protéomique ou dans de l'expression génique, etc., se retrouvent avec ce type de données. Je reste persuadé que c'est vraiment une valeur ajoutée, mais ajoutée, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus en remplacement de ce qu'on pouvait faire avant. Jusqu'à preuve du contraire, on ne va pas remplacer pour l'instant nos designs d'essais cliniques, même si on essaye de les adapter, y compris avec ce type d'informations. Et ça nécessite toujours de garder nos approches de questions de recherche et ces données qui sont colligées. Mais du coup, on a des nouveaux besoins. Il y a un besoin de multi- et pluridisciplinarité. Je sais qu'on le dit tout le temps, que ça revient tout le temps, mais c'est tellement vrai, ça n'a jamais été aussi vrai, et c'est tellement potentiellement difficile quelquefois, dans tous les sens. Que le stat parle avec l'immuno, que l'immuno parle avec le stat, pour parler de ce que je connais, mais voilà, et avec le clinicien aussi, qui
qui a besoin d'être vraiment avec nous pendant les analyses pour bien percevoir l'ensemble. Et puis, très important, même si peut-être que certains d'entre vous sont même fébriles à voir le nombre d'articles qu'on peut sortir dans des journaux comme Biostatistics, Bioinformatics pour gérer toutes ces problématiques. On n'en est quand même qu'au début. Je pense vraiment que on essaye de faire des progrès, d'avancer vite, hein, mais on a encore beaucoup de choses à gérer dans ce contexte de grande dimension. Et il y a probablement aussi des sauts à faire. Il y a des choses où on a l'impression des approches qu'on a l'impression de pousser à leur retranchement, et on a sans doute des sauts à faire. Donc il y a encore vraiment beaucoup de développement méthodologique à faire. Et donc ce qui pour moi rime avec encore beaucoup d'optimisme sur la suite de ce qu'on pourra faire de toutes ces données. Ici, c'est un peu, je rebondis un petit peu sur la discussion qu'il y a eu précédemment. Et puis, je ne vais pas insister, mais l'intégrité, vous avez compris, je crois vraiment que c'est capital encore plus dans cette situation. Et bien sûr, je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe et les principaux financeurs. Merci beaucoup pour votre attention.